Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'éco crypto, ton rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines pour retracer ce qui s'est passé sur les marchés crypto et les marchés financiers. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2022 et comme chaque semaine, je vais vous présenter en plusieurs temps ce qui s'est passé sur les marchés financiers avec d'abord les points macroéconomiques. Alors on en a quelques-uns cette semaine, je vais vous les indiquer. Ensuite, on ira regarder l'analyse financière des marchés majeurs, donc S&P 500, CAC 40. Et puis après, on ira sur les marchés des cryptos avec le Bitcoin, l'Ethereum. Et cette semaine, l'altcoin du jour que j'ai sélectionné sera le BNB, le token de Binance. Juste avant ça, je te laisse avec la présentation des partenaires de la chaîne et on se retrouve tout de suite pour la macroéconomie. Alors avant de commencer, je te rappelle que la chaîne a 3 partenaires avec qui on travaille. Donc c'est Bitpanda, qui est vraiment une plateforme hyper bien pour acheter ses crypto-monnaies. Si tu as envie de commencer à t'acheter des crypto-monnaies, si tu cherches une bonne plateforme pour acheter des crypto-monnaies qui sont agréées en France, donc n'hésite pas à aller checker les liens en description. L'autre partenaire de la chaîne, c'est CoinHouse, c'est la plateforme française d'échange de crypto. Si tu veux un rendement avec un livret hyper intéressant sur le dollar, le bitcoin et l'ETH pour les acheter et stacker tes bitcoins, ETH et tes USDT, qui permettra d'avoir un rendement hyper important sur l'année, n'hésite pas à aller voir CoinHouse. Et si tu veux acheter des actions, n'hésite pas à aller voir également Trade Republic, qui est hyper intéressant en termes de frais pour t'acheter tes actions et tes fractions d'actions. Alors sur la semaine, les marchés dans leur ensemble ont été en léger recul par rapport à la semaine dernière, notamment sur le S&P 500 qui est venu retester les 3900 points, qui était un support majeur à l'époque, qui avait fait la résistance du S&P 500 également sur quelques semaines. Donc ça, on ira le voir ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, il y a eu quelques indices importants en termes macroéconomiques. Il y a eu d'abord les problématiques en Ukraine, puisque vous savez qu'en Ukraine, il y a eu un tir de missile. Alors, pour l'instant, on considère que c'est une défense antiaérienne ukrainienne qui aurait tiré sur la frontière polonaise. Donc, il y a eu cette crainte d'une expansion de la guerre à toute l'Europe, voire à l'Amérique, à l'OTAN. Et donc, du coup, ça a été une semaine, un petit peu une journée de peur et de doute sur le marché américain. C'est là où on a commencé à retracer, alors qu'on était parti sur des bonnes bases pour essayer de s'extirper de toutes les résistances qu'on avait vues actuellement sur les marchés financiers. Après, on a eu un discours le lendemain de la Réserve fédérale américaine qui a été assez pessimiste. Le jour d'avant, il me semble qu'on avait eu un discours de la Banque centrale européenne qui annonçait déjà une contraction au niveau de la zone euro. Mais là, au niveau américain, ça a été important puisque la Réserve fédérale américaine, certains membres de la Réserve fédérale américaine ont annoncé qu'il y aurait une récession en Amérique et dans le monde. Certains ont annoncé même en disant que là où il y avait une diminution de l'inflation, il y avait forcément une contraction de l'économie. Donc il fallait le traduire par là où il y a une baisse de l'inflation, c'est ce qu'on veut actuellement, il y aura forcément une récession. Donc plusieurs discours de la Fed, puisque c'était des membres différents de la Fed, alors certains ont été très rudes dans leurs propos, comme le président de la Fed de Saint-Louis dans le Missouri, qui nous a annoncé que le taux maximal de 5% des taux directeurs n'était pas un taux suffisant. Il faudrait aller jusqu'à 7% de taux directeur, alors qu'actuellement nous sommes à 3,75, 4%. Donc vous voyez qu'il y avait encore une grosse marge, alors qu'on s'attendait à avoir que 1% maximum, avec potentiellement une hausse en décembre de 0,5 et une hausse en janvier de 0,5. Là, quand on nous annonce 7% de hausse de taux directeur, ça voudrait dire qu'on n'est qu'à la moitié de la hausse des taux directeurs. Alors, c'est des discours peut-être loufoques, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est des discours à prendre avec un petit peu de recul. Il y a d'autres personnes de la Réserve fédérale, comme la présidente de la Réserve fédérale à Boston, qui nous a indiqué que elle considérait effectivement qu'il y aurait potentiellement une sorte de contraction économique, qu'il fallait continuer à faire baisser l'inflation et que pour elle, c'était trop prématuré d'annoncer 0,5 de taux directeur en décembre. Que pour elle, une nouvelle hausse de 0,75 points de base serait privilégiée. Donc, une fois qu'on a dit ça, les investisseurs, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu quelques journées de peur et vendredi, ils se sont dit « Ok, nous, on pense toujours qu'il y a des signes qui nous montrent que l'inflation est en train de diminuer et que des restrictions en termes de politique monétaire amèneront une récession et donc du coup, il ne faudrait pas forcément que la Fed nous fasse tomber en récession. Je pense que la Fed annonce que quoi qu'il arrive, il y aura une récession, effectivement, parce qu'ils ont peur qu'il y ait une récession et qu'on leur rejette la faute sur eux, avec leur hausse de taux directeur et leur politique monétaire. Donc, il y a pour l'instant 2 aspects à prendre en compte. L'aspect des personnes qui pensent que l'inflation est en train de diminuer, et donc du coup, on est sur du mieux. Et une autre perspective de personnes qui pensent que
on est dans un discours de récession pour 2023. Et là, il y en a quand même beaucoup d'acteurs importants qui pensent ça. Il y a la Banque centrale européenne, il y a la Banque d'Angleterre qui a annoncé ça cette semaine, il y a certaines personnes de la Réserve fédérale américaine et un discours du PDG d'Amazon. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en considération ça. Est-ce que c'est prématuré de dire qu'on sera en récession? Il y a des signes qui montrent qu'on est dans une contraction économique, notamment en termes d'immobilier, de vente au détail, et les résultats de la société, par exemple Target aux États-Unis, une grosse société de distribution, qui a montré des signaux un petit peu de faiblesse et de baisse de leurs revenus. Pour l'instant, moi je dirais que c'est trop tôt pour considérer qu'on est dans une récession totale et radicale. On est dans une récession, par exemple, dans certains pays, que ce soit en Angleterre, en Russie. Après, il y a beaucoup de récessions qui sont techniques, théoriques, on va dire. Par contre, les récessions réelles, il faut quand même qu'il y ait un suivi, par exemple, du nombre de chômeurs qui augmente. Et là, on serait dans une récession réelle. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Vous voyez, aux États-Unis, le chômage n'est pas en hausse. Alors, pour terminer sur la macroéconomie, on va juste annoncer que la semaine prochaine, il y a bien entendu Thanksgiving aux États-Unis. Donc, du coup, ça sera une semaine écourtée sur les marchés financiers. Et dernier point, on a vu cette semaine une hausse sur les secteurs de la défense principalement. Donc, ça annonçait quand même le ton cette semaine sur l'expansion du conflit russo-ukrainien. Donc, prendre des pincettes avec tout ça. Le secteur de l'énergie est quant à lui en baisse. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire en termes de macroéconomie cette semaine. Il n'y a pas eu des dingueries qui se sont passées. On a eu juste quelques chiffres. Par exemple, le chiffre de la vente au détail qui est en hausse de 1,3% par exemple aux États-Unis. Bon, voilà, on n'a pas eu beaucoup de choses. Il faut qu'on attende. On aura notamment le 30 novembre les chiffres de l'inflation en France et sur la zone euro. Donc ça pourra nous donner un indicateur un petit peu. Et le 2 décembre, on aura le taux de chômage aux États-Unis. Donc c'est les deux prochaines grosses dates à voir dans son calendrier. Maintenant qu'on a dit ça, on va passer à l'analyse financière et on va commencer par le graphique du S&P 500. Alors sur le S&P 500, vous voyez que sur la semaine, on finit par faire une baisse, une légère baisse par rapport à la semaine précédente, malgré qu'on ait eu un petit pic au-dessus, la mèche au-dessus de la clôture de la semaine dernière. On est venu retester le niveau des 3900 points qui était le niveau très important sur le S&P 500, notamment lors de la chute. C'est ce qui avait marqué un vrai bottom et ce qui avait fait peur au marché financier. Pour l'instant, vous voyez qu'on est quand même sur un rebond sur le S&P 500 depuis le 10 octobre 2022. Vous voyez que la moyenne mobile 50 est en train de croiser la moyenne mobile 100 sur la semaine. Donc c'est ça potentiellement aussi qui fait un petit peu peur aux investisseurs parce qu'on voit qu'il y a une perte de momentum par rapport au plus haut du 3 janvier 2022. Donc potentiellement, il va falloir continuer à tenir ces niveaux, à latéraliser un petit peu, pouvoir retrouver de la force puisque ici, vous voyez qu'on a une sorte de croisement depuis 2 semaines, 3 semaines, ce qui montre qu'on a perdu un petit peu de momentum depuis, bien entendu, janvier 2022, depuis qu'on est rentré un peu dans cette phase baissière sur les marchés financiers. On est toujours par contre au-dessus de notre moyenne mobile de 100 weekly, donc c'est positif. Vous voyez qu'en daily, si je zoome, cette semaine, on est arrivé à s'extirper du nuage d'Ishimoku aux alentours du 10 novembre. Vous voyez qu'on avait fait une sacrée bougie, je vous avais dit lors des shorts YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like sous cette vidéo pour avoir un update tous les jours des marchés financiers et de Bitcoin principalement par le biais de formats courts, moins d'une minute, une minute, grâce aux shorts YouTube et également vous pouvez les retrouver sur TikTok, le TikTok de l'atelier crypto. Vous voyez que là on sort de ce nuage d'Ishimoku, on est venu faire un rebond, ça nous a servi de support lorsqu'on avait des très mauvaises news sur les missiles par exemple en Ukraine, et ensuite lorsqu'on a eu la mauvaise news avec la Réserve fédérale américaine et les discours de la Réserve fédérale américaine, on a commencé à faire un gap baissier. Ici, on a commencé à fortement chuter, on a réintégré le nuage et puis le marché s'est calmé, pris conscience de certaines choses. Comme je vous ai expliqué en termes de macroéconomie, ils se sont dit globalement que les 0,5 en décembre c'était toujours valable, que les 7% c'était un peu loufoque pour eux, le taux directeur, et que forcément les marchés allaient un petit peu se relancer. Donc on a fait un rebond technique et psychologique sur la moyenne mobile 100 en vert ici. Pour l'instant, on arrive au contact de la moyenne mobile 7 et on a clôturé juste en dessous si vraiment on zoome. Il y a une clôture juste en dessous de la moyenne mobile 7. Prochain objectif, bien entendu, sur le S&P 500, c'est de garder le haut du nuage d'Ishimoku et d'aller chercher cette moyenne mobile 200 qui, comme vous le savez, est l'indicateur qui, lorsqu'on repasse au-dessus, nous rassure puisque c'est l'indicateur long terme sur les marchés financiers. Vous voyez qu'il a servi de résistance lors du 16 août 2022 et nous avait fait retomber
très bas le 14 octobre 2022. Dès qu'on est au contact de cette moyenne mobile 200, il faut voir comment le marché réagit dessus puisque c'est un des facteurs et un des indicateurs les plus regardés. Maintenant qu'on a fait le S&P 500, je vais regarder rapidement avec vous le CAC 40 et vous voyez que le CAC 40 s'en est sorti clairement mieux quasiment que le S&P 500. Alors il y a eu des bonnes news sur le CAC 40 ces dernières semaines, je vous avais dit la réouverture des marchés un petit peu chinois puisque le Covid est en train de diminuer en Chine et surtout les restrictions Covid sont en train de diminuer. Le CAC 40 a eu un très beau support sur sa Tenkan, vous voyez ici la ligne bleu foncé. Il y a eu des très beaux supports sur cette Tenkan, la moyenne mobile 7 est conservée encore sur cette journée du vendredi, vous voyez, on est au-dessus. On est au-dessus des 6607 points qui était notre ancienne résistance ici lors du 17 août 2022 qui avait été la résistance sur pas mal de points. Mais on n'est pas encore sorti d'affaire sur le CAC 40. Il faudra aller chercher notamment la résistance à 6828 qui était celle du 29 mars 2022. Pour l'instant, sur le CAC 40, on a envie de se dire qu'on est haussier, on est au-dessus de la moyenne mobile 200 et c'est ça qui change parce que sinon, si on regarde une image un petit peu plus large du CAC 40, qu'est-ce qu'on y voit? Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué mercredi lors de notre émission de l'atelier crypto. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le replay. Vous voyez que finalement, le CAC 40, on est plus dans un range, on est en train de ranger. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un range? Eh bien, on achète le bas du range, on revend le haut, on achète le bas du range, on revend le haut, on achète le bas du range et on revend le haut. Voilà pourquoi en ce moment le CAC 40 est en train de se stopper à ces niveaux-là et ne part pas plus fort puisqu'il y a des gens qui sont en train de shorter le range. Moi je pense que le seul changement dans ce range ici par rapport aux deux autres, c'est le franchissement des moyennes mobiles très importantes, 50-100, donc ça on l'avait déjà franchi plusieurs fois dans le range, une fois ici, et on a le franchissement de la moyenne mobile 200 qui est l'indicateur quand même long terme. Donc une fois qu'on l'a passé, généralement, on est un petit peu plus relax sur les marchés puisque on est vraiment dans un momentum de hausse. Sauf que là, étant donné que nous sommes dans un range, généralement, le range n'est pas forcément le meilleur allié des moyennes mobiles puisque on a tendance à reset un petit peu toutes les moyennes mobiles et les ramener au même niveau. C'est quand même un bon signe de passer au-dessus de ces moyennes mobiles 200, mais ça aurait été mieux si on avait passé cette moyenne mobile 200, si la moyenne mobile 200 était comme ça et que le cours la traversait comme ça. Alors, ce qu'il faudra regarder, c'est pareil, mais c'est un indicateur qui n'est pas forcément hyper pertinent lors de phase de range, mais ça sera la Golden Cross. Je vais vous montrer sur plusieurs actifs. On commence à s'en approcher. C'est le croisement de la moyenne mobile 50 en orange avec le croisement de la moyenne mobile 200 en rouge. Cet indicateur, généralement, annonce la fin d'un bottom et sur le long terme, ça permet une relance des marchés financiers. Voilà les amis, maintenant on va passer rapidement au dollar. Vous voyez, je vous avais dit qu'il devrait faire un support et un rebond technique sur la moyenne mobile 200. Il est quasiment en train de faire ce rebond technique sur la moyenne mobile 200. Je vous avais dit qu'on aurait une semaine du coup sur les marchés financiers qui serait potentiellement un petit peu en baisse ou en latéralisation lorsque le dollar ferait ce rebond. C'est un peu ce qu'on a vu sur cette fin de semaine. Donc tout corrobore avec les annonces macroéconomiques. Allez, maintenant les amis, on va passer tout de suite au marché des crypto-monnaies et on va commencer avec Bitcoin. Alors sur Bitcoin, on a eu plusieurs petites choses. Vous voyez que suite à la chute d'FTX, on a essayé de se stabiliser. On a trouvé les 15 652 qui sont un peu là de nulle part en indicateur technique. Je vais vous montrer quand même pour moi ce que c'est les 15 652 et ce que pourrait être la plus grosse baisse de BTC si les indicateurs techniques nous donnent raison et que la macroéconomie ne l'emporte pas sur la technique, même si vous le savez que généralement la macroéconomie est bien plus puissante que les indicateurs financiers. Vous voyez qu'on est dans ce range entre 16 500 et 17 500. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il faut qu'on conserve ce range et qu'on essaye de clôturer à chaque fois au-dessus de notre moyenne mobile 7, ce qui nous permettrait de nous relancer. C'est le seul indicateur pour l'instant qu'on peut attendre. En attendant, on fait une latéralisation pour que les autres indicateurs, les autres moyennes mobiles se resettent un petit peu. Vous voyez qu'en Ishimoku, on est en train d'aller au contact de la Tenkan. Je vous en avais parlé ces derniers jours, je vous avais dit qu'il faut qu'on a reset de tous ces indicateurs. La Tenkan arrive. Vous voyez qu'une fois qu'on aura passé la Tenkan, on aura déjà un signe positif sur BTC. Donc il faut absolument qu'on la passe. Pour l'instant, on est sous résistance de la Tenkan. C'est ce que je vous avais dit hier lors du short YouTube. Alors je vais vous montrer un indicateur sur le BTC ATH Drawdown comme je vous avais montré la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller le voir en détail. Si vous ne l'avez pas vu en détail, je vous le repasse rapidement aujourd'hui. Et après, j'irai vous montrer la capitalisation totale des crypto-monnaies qui pour moi très intéressante en ce moment. Donc si j'enlève tous les indicateurs, vous voyez que depuis l'ATH,
Bitcoin a retracé en 2011 à 94%, en 2018 aux alentours des 84%, et là, nous sommes sur un retracement aux alentours des 76% depuis le plus haut de Bitcoin sur ce cycle. Alors ça nous crée une sorte de trendline, et si on considérait que on conserve cette trendline sur le BTC ATH Drawdown, hein, donc BTC pourrait retracer au maximum jusqu'à 79-78%. Vous voyez, si je prends l'ATH, je retrace aux alentours des 78, on est aux alentours des 15 000, et les 79%, on est plutôt aux alentours des 14 300, 14 400 si je le fais correctement. Voilà pourquoi, à mon sens, on arrive sur ces niveaux-là. Donc techniquement, dans un sens, on aurait potentiellement touché le bottom si on est arrivé à 15 000 et que le retracement est à 78% à peu près, mais on peut toujours aller plus bas et aller chercher les 14 000 dollars psychologiques. Je pense que si c'est 14 500, c'est 14 500 à la clôture en weekly. Sinon, ça sera 14 000 peut-être en mèche sur une journée. Donc pour moi, c'est vraiment le bottom maximum sur Bitcoin, sauf si on a des indicateurs macroéconomiques qui sont très sévères, type comme on a eu avec FTX. Alors on sait que c'est en train de se reproduire avec d'autres plateformes. Si ça prenait une ampleur énorme, potentiellement, ça pourrait tirer le marché des cryptos vers le bas et aller chercher les 10 000 dollars théoriques que beaucoup annoncent, mais que moi, personnellement, je n'annonce pas beaucoup, puisque vous voyez qu'on a quand même la résistance du top du 24 juin 2019 qui corrobore avec les 13 800, 14 000 dollars. Et ça me paraîtrait vraiment dingue d'aller encore sous ces niveaux, mais c'est totalement possible, on le sait. Ça arrive toujours que le marché se remette en question. On va passer à la capitalisation des cryptos au total. Vous voyez que cet indicateur pour moi est très pertinent pour retracer un peu ce que Bitcoin va faire, puisque si on trace une résistance du 1er janvier 2018 en capitalisation totale des crypto-monnaies, vous voyez qu'on se retrouve sur les niveaux actuels, et c'est exactement là qu'on a méché en juin 2022, et ici vous voyez qu'on clôture toujours au-dessus. Donc je pense que c'est important de regarder absolument cette résistance, puisque actuellement c'est ce qui nous fait notre point bas et notre point technique, on peut se raccrocher à ça. Vous voyez que sur la capitalisation totale des crypto-monnaies, on n'a jamais passé beaucoup de temps sous la moyenne mobile 200. Vous voyez que là, on avait passé 2 semaines sous la moyenne mobile 200. Ici, on avait passé 3-4 semaines sous la moyenne mobile 200. Là, on vient de passer la moyenne mobile 200 sur la semaine dernière. Donc, vous voyez que potentiellement, on pourrait passer quelques semaines sous cette moyenne mobile 200 et c'est de se relancer avec cette résistance sur les 787 de capitalisation des cryptos totales. Donc pour moi, c'est un indicateur vraiment à regarder. C'est la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. C'est vraiment là où il y a beaucoup de points de convergence. Ce qui, du coup, est positif pour se dire qu'on a marqué un bottom sur Bitcoin. Donc vous avez deux aspects, soit le retracement à 14 000, soit cet aspect où on conserve ces niveaux. Quoi qu'il arrive, ce sont des niveaux assez proches. 16 500, 14 000 dollars, c'est assez proche sur Bitcoin. Certes, c'est une diminution importante peut-être pour votre portefeuille, mais c'est assez proche pour les crypto-monnaies. On a déjà vu des gaps beaucoup plus importants sur les crypto-monnaies. Donc il faut absolument qu'on conserve cette dynamique, qu'on arrive à se stabiliser. Maintenant, on va aller voir ETH. ETH, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez qu'il va commencer à se latéraliser, à se stabiliser. Il faut qu'en weekly, on essaye de récupérer notre moyenne mobile 200. C'est ce qui nous avait un petit peu relancé ces derniers temps et ce qui avait servi un peu de support de bottom. Ici, vous la voyez en rouge. On n'est pas prêt encore de la récupérer. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ETH, à part qu'il respecte exactement les niveaux Ishimoku que je vous avais indiqués, d'aplatissement du nuage d'Ishimoku. Donc, c'est pour l'instant les seuls repères qu'on a sur ETH. Vous voyez que c'est l'aplatissement de la Kijun ici et l'aplatissement du nuage en weekly. À chaque fois, on a méché dessus. Ce sont mes deux lignes que je vous avais tracées lors de la grande baisse ici de mars 2022. Vous voyez qu'elles sont toujours d'actualité et je les conserve pour ça. Allez, maintenant on passe à l'altcoin du jour qui n'est autre que BNB, le token de Binance. Vous voyez que le token de Binance, alors pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il nous a fait des mouvements très volatiles avec les news, notamment d'FTX, et le fait que quand même, on a eu un débat mercredi lors de l'atelier crypto sur CZ qui discute beaucoup, qui balance un petit peu sur les autres plateformes. Voilà. Qu'est-ce que le token de Binance est en train de retracer du coup? Qu'est-ce qu'il est en train de nous indiquer? Alors vous voyez que on a une sorte de trendline sur le BNB qui nous date du 13 juin et qui a eu double touchette lors du 7 novembre et du 14 novembre. Là, je suis en weekly, bien entendu, mais on les retrouve lorsqu'on est en daily, vous voyez. Alors, pour l'instant, on est sur une trendline. C'est important puisque on était dans une phase quand même haussière, puisque on avait fait cette hausse-là jusqu'en août 2022. Et là, je dirais qu'on est dans une sorte de deuxième phase
on est plus en train de latéraliser et d'être dans une sorte de range ici, comme ça, comme ça. Donc pour l'instant, BNB est pas forcément ultra haussier comme ça. Par contre, j'ai vu quelque chose d'intéressant sur le BNB. C'est ici, on a notre moyenne mobile 200 qui nous a tant servi de résistance sur beaucoup d'altcoins. Le TH vraiment est un bel exemple. Là, le BNB est également un bel exemple. Le S&P 500 aussi. Vous voyez que la moyenne mobile 200 a servi de barrage ici lors de notre montée depuis juin 2022. C'est ça qui nous a servi de barrage. On n'avait pas assez d'envie et des trop mauvaises news macro pour pouvoir se relancer et traverser cette moyenne mobile 200. Notre moyenne mobile 50 a continué à augmenter, stabiliser, et là est venu chercher, lors de cette hausse, elle est venue chercher la moyenne mobile 200. Quand la moyenne mobile 50 traverse la moyenne mobile 200, on appelle ça la Golden Cross, donc la croix dorée, et ça annonce généralement, lors d'une phase de bear market, une phase baissière, ça annonce généralement un bottom. Alors comme je vous ai expliqué un petit peu sur le S&P 500, là on est vraiment par contre dans un cas typique. Vous voyez qu'on est dans une phase très baissière, comme ça, hein, je pourrais la retracer. On est dans une phase baissière, dans une sorte de grosse phase baissière ici, et on arrive sur la fin de cette phase baissière avec une impulsion comme ça, une latéralisation, une deuxième impulsion et une deuxième phase d'impulsion. Ici, on arrive à traverser notre moyenne mobile 200 avec notre moyenne mobile 50. Donc vous voyez que cette Golden Cross est sympathique sur le BNB. Par contre, vous voyez que là, on est en train de perdre directement le momentum de cette Golden Cross, qui a été très positif pour les marchés. Hein. On est même allé chercher le nuage d'Ishimoku en weekly. Si je le retrace en weekly, vous voyez qu'on allait le chercher, ce nuage d'Ishimoku. On n'est pas arrivé à le conserver. Et par contre, ce qui a été négatif sur le BNB à l'heure actuelle, si je prends le replay ici, ce qui a été négatif sur BNB, c'est le croisement de la moyenne mobile 50 en weekly avec la moyenne mobile 100. Vous voyez que les investisseurs, une fois que ce croisement a été fait, malgré la Golden Cross en daily, là je suis en replay, une fois que ça a été fait, voilà, le marché a baissé. Le marché a baissé quand il a senti ce croisement de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 100 en weekly. C'est pour ça qu'actuellement, on est en train de rebondir sur cette trendline. Mais vous voyez qu'en daily, on avait des signaux positifs avec cette Golden Cross. Il va falloir qu'on essaye de se relancer rapidement parce qu'on peut très bien recroiser rapidement cette Golden Cross et qu'elle ne soit pas valable sur le long terme. Une fois qu'elle sera valable sur le long terme, ça sera vraiment là qu'on aura terminé notre bottom. Il faut vraiment attendre qu'on ait une impulsion après cette Golden Cross. Pour l'instant, on l'a pas. On a eu une chute derrière parce qu'on avait un mauvais indicateur en weekly et les marchés des cryptos ne s'en sortent pas forcément en ce moment. Donc, il faut conserver cette envie sur BNB et renforcer cette envie pour qu'on puisse arriver à s'extirper de ces prix actuels. Vous voyez que là, on est repassé sous le nuage d'Ishimoku. Il va falloir qu'on commence à reprendre le nuage d'Ishimoku avec la Tenkan pour qu'on puisse reprendre la moyenne mobile 200. Et une fois qu'on a repris cette moyenne mobile 200, qu'on retraverse notre Golden Cross, on aura une envie importante sur BNB. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le récap de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire si vous avez des questions, à rejoindre le Discord communautaire que vous avez en lien dans la description. Je suis très accessible, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous dis à très vite, à mercredi pour le live L'Atelier Crypto sur YouTube à 20h. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Éco Crypto, peut-être cette fois-ci en live. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que ça soit en live. Vous avez qu'à mettre en commentaire le mot live. Allez, salut la FOMO Team!